Thierry Schifano, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un entrepreneur à Aix-en-Provence, dans le transport sanitaire, mais vous êtes également le président, justement, de la Fédération nationale du transport sanitaire. En gros, vous êtes opérateur d'ambulances privées. C'est votre activité. Tout à fait. Je suis donc un entrepreneur de la santé, on peut le dire comme cela. Et effectivement, mon activité première est le transport sanitaire, dont le déplacement de toute personne pour des raisons de maladie ou de diagnostic, pris en charge par l'assurance maladie. Les ambulances. Ambulances et véhicules sanitaires légers. Alors vous avez un premier sujet d'actualité. Vous êtes un petit peu battu avec Bercy sur une histoire de TVA. Comme toute activité dans le transport, au 1er janvier 2014, la TVA doit passer de 7 à 10%. Oui. Et vous avez expliqué que c'était pour vous une difficulté parce que justement, vous ne pouviez pas répercuter cette hausse de la TVA à votre client numéro 1, qui est l'assurance maladie. Tout à fait. La position de Bercy était la suivante, disant, vous allez percevoir le CICE, qui est le crédit initiative compétitivité, Oui. en disant que ça compensera la TVA. On aurait pu réfléchir dans cela si nos résultats n'étaient pas proches de zéro. Aujourd'hui, les entreprises de transport sanitaire ont une marge bénéficiaire qui est aussi entre 0 et 0,5. Vous voyez bien que les marges de manœuvre ne sont pas importantes. Et de ce fait-là, nous ne pouvions pas absorber cette hausse de TVA sans pouvoir la répercuter à notre client final, comme l'ensemble des entreprises sur notre territoire. C'est-à-dire que vous ne gagnez pas suffisamment, c'est ça, d'impôts pour avoir une baisse du CICE intéressante. Je ne parle pas d'impôts, je parle de marge. D'accord. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde la marge d'exploitation de l'entreprise, elle est aussi entre 0 et 0,5. En gros, vous ne vouliez pas que la TVA... Alors, quel accord, quel deal vous avez eu avec Bercy? Alors, ce n'est pas avec Bercy, c'est avec l'assurance maladie, notre client, qui a reconnu quand même la faiblesse de nos marges d'entreprise, qui a reconnu le maillon fort qui est le transport sanitaire dans la chaîne de soins, et a décidé de pouvoir accepter la répercussion de la TVA sur nos tarifs. Chose que nous avons pu obtenir après 2 réunions de négociation qui ont été assez lourdes, puisqu'on a négocié, je pense, entre 18h et 3h du matin, les 2 nuits, de façon à pouvoir absorber. Et nous avons trouvé un accord qui est intéressant, puisque nous pouvons répercuter à l'assurance maladie dans nos tarifs l'augmentation de TVA. Alors, on dit 3% certes, mais on avait aussi déjà absorbé 1,5 point lorsque la TVA était passée de 5,5 à 7. D'accord. Donc là, aujourd'hui, on est assez serein, puisque par cette décision-là, nous avons pu stabiliser l'entreprise de transport sanitaire. Alors, si on comprend bien, votre client, c'est l'assurance maladie, Oui. qui n'est pas non plus en très bonne santé, sans faire de mauvais jeu de mots. Donc est-ce qu'on n'est pas là dans un jeu quand même à somme nulle où les 3% d'un côté que l'État ne va pas percevoir, ils vont les payer dans le déficit de l'assurance maladie? Alors, on va y aller sur 2 temps, si vous êtes bien d'accord. La première, effectivement, vous avez raison, c'est qu'on prélève 4,5% de TVA à l'assurance maladie qu'on reverse à Bercy. C'est une opération blanche. C'était 5,5 à 10. Ça. C'était 5,5 à 10. Et l'idée était de dire, mais attendez, laissez-nous à 5,5, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'impact. Donc, on a souhaité aller à cette voie-là, donc je l'ai accepté. Et aujourd'hui, ils ont accepté de pouvoir le répercuter. Effectivement, l'assurance maladie a un déficit assez important. Aujourd'hui, ce que nous sommes persuadés, c'est que si nous ne changeons pas notre modèle économique, et au-delà du transport sanitaire, l'ensemble de la filière de santé, on aura de véritables difficultés. Car les entreprises ne peuvent plus financer sur le travail l'assurance maladie. Donc soit ça veut dire qu'on trouve de nouveaux impôts, soit la TVA sociale ou autre, ou l'augmentation de TVA, c'est bien cela qu'il s'agit, soit on réfléchit sur une optimisation de la dépense. Et la fédération que je représente s'est engagée dans cette voie-là. Sur notre département, notamment, il n'y a pas si loin qu'ici, il y a l'établissement de rééducation fonctionnelle Rosemont, qui est un incubateur, où on a développé avec eux du covoiturage. L'économie générée est de 70 000 € par an. Plutôt qu'une ambulance, on fait du covoiturage. Non, ça alors attendez, merci de me reprendre. Dans notre activité, il y a deux
deux moyens. L'ambulance. Là, effectivement, sur l'ambulance, nous ne pouvons pas faire de covoiturage, mais je vous dirai comment on est capable de faire de l'optimisation. Par contre, nous avons un deuxième moyen qui est le véhicule sanitaire léger, qui sert au transport de personnes assises. Et là, effectivement, avec leur... Il y a les taxis, par exemple, qui sont sur ce business. Il y a les taxis, mais il y en a bien d'autres. Chaque fois, on nous parle des taxis, mais bon, écoutez, moi, aujourd'hui, je suis transporteur sanitaire, et ce qui me préoccupe, c'est que ma profession puisse rendre un service et une véritable optimisation pour l'assurance maladie. On va faire du covoiturage, donc des économies pour notre client qui est l'assurance maladie. Pour notre client qui est l'assurance maladie, certes, je parle ça, moi, d'optimisation, mais quand on commence à réfléchir sur l'optimisation du transport, on s'aperçoit que lorsqu'on on tire la pelote du transport, on voit bien combien sur toute la filière de santé. Et lorsque je discute avec, puisque je suis aussi responsable de la filière de l'Interpro Santé, qui représente l'ensemble des entrepreneurs de la santé, nous avons tous la même vision, c'est que nous sommes capables de faire une optimisation de la dépense qui permettrait d'avoir une économie entre 10 et 12% du budget de l'assurance maladie. 10 à 12% nous permettrait pratiquement de remettre à l'équilibre la branche maladie de l'assurance maladie. Alors ce là on n'est quand même pas non plus au cœur du problème. C'est-à-dire que d'un côté, vous représentez des entreprises, des entrepreneurs privés, voilà, qui ont un client public qui est l'assurance maladie. Est-ce que c'est pas quand même un rôle un petit peu... vous dites, nous, on va leur permettre de faire des économies, mais les déficits de l'assurance maladie, chaque année, empirent. Et est-ce qu'il n'y a pas un problème là Mais je crois... dire, en plus, pour le libéral, si je puis dire que vous avez des responsabilités à l'UPE 13 ici. Donc, est-ce que ce fait d'avoir un client d'assurance maladie et de développer... comme toute entreprise, l'idée de faire des bénéfices, il n'y a pas un problème, une sorte de schizophrénie là. On n'est pas dans la schizophrénie, mais si on regarde le déficit de l'assurance maladie, aujourd'hui, il n'est pas lié aux entrepreneurs, il est lié au manque de croissance. Si on avait un taux de croissance, ce financement, si on avait un taux de croissance entre 5 et 6%, si nous n'avions pas le taux de chômeurs que nous avons, c'est autant de recettes en moins l'assurance maladie. Ceci dit, on est d'accord sur le constat, mais d'un autre côté, ils peuvent dire qu'on va faire des économies comme fait n'importe quelle entreprise, et malheureusement, souvent, elle tord un peu ses fournisseurs. Mais non, mais attendez, je peux entendre ce discours-là, et c'est bien pour cette raison-là que je vous parle d'optimisation. D'accord. Puisque je pense qu'avec de l'optimisation, sans serrer le coût à son fournisseur, on est capable de trouver un service différent. Le covoiturage en fait partie. La régulation des flux hospitaliers en fait partie. Qu'est-ce que c'est la régulation des flux hospitaliers ? Aujourd'hui, par exemple, lorsque vous sortez de l'hôpital, tout le monde sort à 14 heures. Oui. Si on est capable de réguler tout au long de la journée les lits hospitaliers, déjà il y aura une meilleure rotation au sein de l'hôpital et on pourra optimiser notre parc automobile. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, notre parc n'est utilisé qu'entre 40 et 50% du temps. Donc on a des voies de progrès importantes, des voies d'optimisation importantes. Vous avez parlé aussi du déficit de l'assurance maladie. Je vais revenir sur le transport sanitaire si vous l'acceptez. Je vous en prie, vous êtes là pour ça. Merci. Donc aujourd'hui, on parle toujours on pointe du doigt le transporteur sanitaire en disant taux d'évolution 4 à 5% par an. Et c'est vrai que nous avons la chance d'être sur un secteur en croissance 4 à 5% par an. De chiffre d'affaires chaque année. De chiffre d'affaires chaque année. Qui n'est pas dû aux transporteurs sanitaires, mais qui est dû aux politiques gouvernementales qui fait des choix. Lorsqu'on décide de développer la médecine ambulatoire. Oui. Qui dit médecine ambulatoire dit automatiquement transport. Lorsqu'on décide vous en profitez directement. Je n'en profite pas. Je dis de façon macro. L'entreprise en profite. Non, je rends un service à l'assurance maladie, je rends un service à l'État, je rends un service aux patients. D'accord. Parce que sans le transport, je ne sais pas comment on pourrait faire tout cela. Ce n'est pas un accessoire, c'est vraiment un maillon essentiel de la chaîne de soins. L'autre élément, c'est que lorsqu'on développe dans la médecine ambulatoire, automatiquement on va développer le transport. Lorsqu'on ferme certains services hospitaliers, effectivement, on va développer le transport. Les distances s'allongent. Et ce côté-là nous permettra, de façon microéconomique, on aura une augmentation, mais de façon macroéconomique, une économie. L'autre côté essentiel, c'est qu'aujourd'hui, cette croissance n'est pas retrouvée dans les entreprises de transport sanitaire car il n'y a pas d'optimisation, il n'y a pas de régulation des flux. Voilà ce qu'on est en train de mener en place. Et notre département est pilote sur pas mal d'incubateurs. Je vous ai parlé du centre de Rosemont sur le covoiturage, mais l'hôpital de Martigues, lui, travaille sur la régulation des flux et la coordination entre les services. Aujourd'hui, on appuie comme des 3% du budget dialyse, uniquement le fait que les gens se parlent. Une personne qui passe en hémodialyse vient 2 à 3 fois par semaine. Il venait 3 à 4 fois par semaine, tout simplement parce que les gens ne se parlaient pas. Alors, on a l'impression, en conclusion, on comprend donc cette négociation, ces rapports avec l'assurance maladie.
Vous l'avez dit, vous êtes le président d'une fédération nationale, hein, mais vous êtes un entrepreneur du département, aixois. Est-ce que cette activité de santé, c'est une activité, vous avez l'impression, qui peut être un vrai pôle de développement encore plus que ça ne l'est aujourd'hui pour développer Marseille, sa métropole ou son département? Mais justement, je pense à ça, c'est que nous, dans la santé, la métropole, il y a longtemps qu'on l'a faite. Entre les hôpitaux, les liens entre Martigues, Aubagne, la science publique de Marseille, les hôpitaux aixois, mais aussi dans le monde privé, avec les polycliniques du Parambeau ou les autres établissements comme la Chambre de santé, la métropole existe. Quelqu'un qui habite aujourd'hui par exemple, le Salon de Provence, se fera soigner à Salon, mais aussi bien à Marseille. Le réseau métropolitain existe. Et il fonctionne, et vous il avez fonctionne très bien. Se développe aujourd'hui. Oui, mais surtout, vous voyez, depuis tout à l'heure, on dit la santé a un coût. Mais elle a un coût, mais c'est aussi un pôle d'activité fort qui contribue à cela. Et on est pratiquement... Vous-même, en conclusion, vous avez combien de salariés? Je dois en avoir 83. D'accord, 83 salaires, d'accord. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup d'être venu nous voir. À très bientôt. Merci.